Le téléphone sonna avec insistance dans le salon immense de l'appartement haussmannien surplombant la Seine. Émilie Moreau. La célèbre entrepreneuse tech qui avait bâti un empire à partir de rien, raccrocha brutalement après avoir congédié sa 10e nounou en 2 mois. Mais cette fois, la porte claqua avec une violence qui fit trembler les murs. Et sa petite fille de 5 ans, Lila, éclata en sanglots inconsolables, révélant une faille béante dans la forteresse que Émilie avait érigée autour de son cœur. Émilie se laissa tomber sur le canapé en cuir blanc, les mains tremblantes. À 35 ans, elle était l'incarnation du succès, une milliardaire lesbienne assumée, mère célibataire par choix après une insémination artificielle, et figure emblématique de la scène tech parisienne. Pourtant, derrière les conférences TED et les couvertures de magazines, se cachait une femme hantée par la solitude. Sa relation passée avec une avocate ambitieuse s'était effondrée sous le poids des trahisons et des pressions familiales, la laissant avec une méfiance viscérale envers quiconque approchait trop près de sa vie privée. Les nounous? Elles étaient toutes incompétentes à ses yeux, trop laxistes, trop curieuses, ou pire, trop attachantes pour Lila, risquant de créer un lien qu'Émilie ne pouvait tolérer. Elle voulait le contrôle absolu, mais chaque licenciement creusait un peu plus le vide en elle. Ce soir-là, alors que Lila refusait de dîner, Émilie prit une décision impulsive. Elle contacta une agence exclusive, exigeant une candidate irréprochable. Pas de drame, pas d'attachements inutiles, avait-elle martelé au téléphone. Le lendemain matin, Sophie Laurent frappa à la porte. À 28 ans, Sophie était une éducatrice spécialisée, fraîchement diplômée, avec un CV impeccable et un regard bleu qui semblait percer les âmes. Ses cheveux blonds ondulés encadraient un visage doux mais déterminé. Et sa voix calme apaisa instantanément Lila, qui se blottit contre elle comme si elle la connaissait depuis toujours. Émilie observa la scène depuis le seuil, un mélange d'irritation et d'intrigue la traversant. Pourquoi cette femme semblait-elle si parfaite? Les premiers jours furent un tourbillon. Sophie s'intégra avec une facilité déconcertante, organisant des activités éducatives pour Lila tout en respectant les limites strictes d'Émilie. Mais rapidement, des fissures apparurent. Lors d'un dîner improvisé, Sophie osa questionner Émilie sur sa vie. « Vous semblez si forte. Mais tout le monde a besoin d'un peu de soutien. » Non. Émilie se raidit, sentant une vulnérabilité qu'elle détestait. Sa famille, une lignée conservatrice de Bordeaux, n'avait jamais accepté son orientation sexuelle. Son père, un vigneron traditionnaliste, l'avait renié publiquement lors d'une interview, déclarant que l'homosexualité est une mode passagère pour les riches oisifs. Sa mère, plus subtile, multipliait les appels pour la pousser à reconsidérer sa vie de mère célibataire. Ces pressions pesaient sur Émilie comme un étau, la rendant paranoïaque face à toute forme d'intimité. Pourtant, Sophie persistait. Elle n'était pas du genre à reculer. Issue d'un milieu modeste de la banlieue lyonnaise, elle avait lutté contre ses propres démons, une adolescence marquée par la découverte de sa bisexualité, cachée à une famille catholique stricte. Elle avait choisi ce métier pour aider les enfants, mais aussi pour fuir ses propres conflits intérieurs. Avec Émilie, elle sentait une connexion inexplicable, un écho de ses propres luttes. Un soir, après avoir couché Lila, elles se retrouvèrent seules dans la cuisine.
Pourquoi avez-vous viré toutes les autres demanda Sophie. Les yeux plantés dans ceux d'Émilie. La réponse fusa. Cinglante, parce qu'elle n'était pas à la hauteur. Et vous, Sophie? Pensez-vous l'être? Le silence qui suivit était chargé d'électricité. Émilie tourna les talons. Mais au fond d'elle, une graine de doute avait germé. Les semaines suivantes intensifièrent la tension. Émilie surprit Sophie en train de lire un article sur elle dans un magazine, ce qui déclencha une dispute explosive. Vous fouillez dans ma vie privée, accusa Émilie. Sophie rétorqua, je m'intéresse à vous parce que je vois une femme qui souffre en silence. Lila a besoin d'une mère heureuse, pas d'une forteresse. Ces mots touchèrent une corde sensible. Émilie, habituée à dominer les négociations d'affaires, se sentait désarmée face à cette franchise. Elle commença à observer Sophie différemment, sa façon de rire avec Lila, sa patience infinie, sa beauté naturelle qui contrastait avec les artifices des cercles mondains qu'Émilie fréquentait. Une attirance naquit, subtile mais insistante, mélange de admiration et de désir refoulé. Un incident accéléra tout. Lors d'une sortie au parc, Lila échappa à la vigilance de Sophie et traversa une rue animée. Sophie la rattrapa in extremis. Mais Émilie, alertée par un appel paniqué, arriva furieuse. Vous auriez pu la perdre. C'est inacceptable, hurla-t-elle. Sophie, les larmes aux yeux, défendit son cas. J'ai fait une erreur, mais je l'aime comme ma propre fille. Ces mots stoppèrent Émilie net. Aimer? Était-ce possible? Ce soir-là, au lieu de la licencier, Émilie invita Sophie à rester pour un verre. La conversation dérapa vers le personnel. Émilie avoua ses peurs, la trahison de son ex, les jugements sociétaux, la pression d'être une icône lesbienne tout en élevant une enfant seule. Sophie partagea ses propres blessures, le rejet familial, la solitude d'une vie cachée. Pour la première fois, Émilie se sentit comprise. Mais le destin frappa. Le père d'Émilie, apprenant l'embauche d'une nouvelle nounou, envoya un détective privé. Des photos compromettantes, rien de grave. Juste des moments d'intimité innocents atterrirent sur le bureau d'Émilie. C'est une menace pour Lila? Tonna son père au téléphone. Émilie, paniquée, confronta Sophie, êtes-vous ici pour m'espionner? Sophie, blessée, nia farouchement. La dispute escalada. Révélant les failles, Émilie accusait. Sophie défendait. À la fin, épuisée, elles s'effondrèrent en larmes. Je ne sais plus qui croire, murmura Émilie. Sophie posa une main sur la sienne, croyez en nous. Ce geste scella un tournant. Émilie, pour la première fois, envisagea l'impossible, ouvrir son cœur. La relation évolua en secret. Des regards volés, des conversations tardives. Mais les conflits intérieurs rageaient. Émilie luttait contre l'idée d'une romance avec une employée, était-ce éthique? Sophie, de son côté, craignait de perdre son job et son indépendance. La société française, malgré ses avancées, bruissait encore de préjugés, les médias people spéculaient sur la vie privée d'Émilie, la peignant comme une mère instable. Un article anonyme insinua même une liaison avec une nounou, forçant Émilie à une conférence de presse où elle démentit tout, blessant Sophie au passage.
Le scandale médiatique éclata comme une bombe. Émilie, face aux caméras dans une salle de presse bondée, déclara froidement, « Ma vie privée ne regarde personne. Je suis une mère dévouée. Et mes choix professionnels le prouvent. » Mais en rentrant, elle trouva Sophie en train de faire ses valises. « Vous m'avez nié publiquement ?» lança Sophie, la voix brisée. Émilie, dévastée, tenta de s'expliquer, « C'était pour nous protéger. Les médias nous détruiraient. » Sophie secoua la tête, « Non. C'était pour vous protéger. Vous. Je ne suis qu'une employée à vos yeux. » La porte claqua, laissant Émilie seule avec ses regrets. Les jours suivants furent un calvaire. Lila pleurait sa tata Sophie, refusant de manger ou de jouer. Émilie, hantée par l'absence, replongea dans le travail, annulant des réunions pour ruminer. Elle contacta son thérapeute, une femme discrète qui l'avait aidée après sa rupture précédente. « Vous reproduisez les mêmes schémas. » diagnostiqua-t-elle. La peur du rejet vous pousse à rejeter les autres en premier. Émilie admit la vérité, elle aimait Sophie. Mais l'admettre signifiait affronter le monde. Sa famille, sentant la vulnérabilité, intensifia les pressions. Sa mère vint à Paris, insistant pour une vraie famille. « Lila a besoin d'un père, pas d'une fantaisie lesbienne. » Émilie explosa, « C'est ma vie. Pourquoi ne pouvez-vous pas l'accepter ?» La dispute se termina par un ultimatum, « Choisis entre nous et tes choix. » Pendant ce temps, Sophie errait dans Lyon, chez une amie. Elle avait démissionné officiellement, mais le vide la rongeait. Elle repensait à Émilie, sa force apparente masquant une fragilité touchante. Sophie avait toujours fui les relations compliquées. Mais celle-ci la hantait. Un appel inattendu de Lila, via le téléphone oublié, la brisa. « Reviens. Tata. Maman est triste. » Sophie raccrocha, en larmes. Elle décida de confronter ses propres démons, appeler sa famille. « Je suis bisexuelle. Et j'aime une femme. » avoua-t-elle à sa mère. La réponse fut un silence glacial, suivi d'un « Ne reviens pas ici. » Blessée mais libérée, Sophie prit le train pour Paris. La retrouvailles furent explosives. Sophie se présenta à l'appartement sans prévenir. Émilie ouvrit, stupéfaite. « Je ne suis plus votre employée. Parlez-moi comme à une égale. » Elles s'affrontèrent, accusations de lâcheté, de manipulation. Mais au milieu des cris, la vérité émergea. « Je t'aime, » murmura Émilie, les larmes coulant. Sophie, tremblante, répondit, « Moi aussi. » Mais à quel prix? Elles s'embrassèrent pour la première fois. Un baiser chargé de passions refoulées et de peurs accumulées. Ce moment marqua le début d'une relation clandestine, loin des regards. Pourtant, les obstacles s'amoncelaient. Émilie, en tant que figure publique, craignait les retombées. Elle engagea une nouvelle nounou temporaire, mais le cœur n'y était pas. Sophie, de son côté, luttait contre le sentiment d'inégalité, « Je ne veux pas être ton secret. » Des disputes éclataient sur des détails, un dîner annulé pour éviter les paparazzis, un appel ignoré pendant une réunion. La pression sociale pesait, des amis d'Émilie, issus de cercles conservateurs, murmuraient des jugements.
Une soirée mondaine tourna au vinaigre quand une connaissance insinua. Une nounou? C'est vulgaire pour quelqu'un comme toi. Émilie défendit Sophie avec ferveur. Mais le doute s'insinua. Un trahison inattendu frappa. La sœur d'Émilie, jalouse de son succès, contacta les médias avec des détails intimes. Un article explosif titra « La milliardaire et sa nounou, amour ou abus de pouvoir ?» Sophie, humiliée, confronta Émilie. « C'est ta famille qui fait ça ?» Émilie, furieuse, coupa les ponts avec sa sœur. Mais le mal était fait. Les réseaux sociaux bruissaient de débats. Était-ce une romance authentique ou une exploitation? Sophie reçut des messages haineux, l'accusant d'opportunisme. Elle envisagea de partir. Mais Lila la retint. « Reste. S'il te plaît. » Émilie prit une décision radicale, une interview exclusive pour clarifier. « Oui. J'aime une femme extraordinaire. Et non. Ce n'est pas un scandale. » La déclaration fit sensation, divisant l'opinion publique. Certains applaudirent son courage. D'autres la vilipendèrent pour corrompre la société. Sa famille réagit violemment, son père intenta un procès pour la garde de Lila, arguant d'instabilité. Une lesbienne ne peut pas élever une enfant correctement, clama-t-il. Émilie, effondrée, se battit en justice, dépensant des fortunes en avocats. Sophie resta à ses côtés, mais la tension les usait. Au milieu du chaos, un moment de vérité surgit. Lors d'une audience préliminaire, Émilie témoigna, « L'amour n'est pas un crime. J'ai choisi d'être mère seule. Et maintenant, je choisis d'aimer librement. » Le juge, ému, ajourna l'affaire. Sophie, dans les couloirs, serra Émilie, « On va gagner. » Mais le prix était élevé, amitié perdue. Contrats annulés pour l'entreprise d'Émilie. Elle questionna ses choix, valait-il la peine de tout risquer pour l'amour? Le procès pour la garde de Lila devint un cirque médiatique. Les avocats du père d'Émilie dépeignirent celle-ci comme une mère irresponsable, citant les licenciements successifs des nounous comme preuve d'instabilité. Madame Moreau priorise sa vie sentimentale chaotique sur le bien-être de l'enfant, tonna l'avocat. Émilie, sur le banc des accusés, sentait son monde s'effondrer. Sophie, assise au fond de la salle, lui envoyait des regards de soutien. Mais la peur la rongeait, et si elle était la cause de tout ça? Elle repensait à sa propre famille, qui l'avait reniée, et se demandait si l'amour valait tant de souffrance. Pendant les pauses, Émilie et Sophie se retrouvaient en secret dans un café discret. « Je ne regrette rien », assurait Émilie. Mais ses yeux trahissaient l'épuisement. Sophie, de son côté, affrontait ses propres batailles, des collègues la harcelaient, l'accusant de « monter socialement via une liaison ». Elle perdit son emploi intérimaire, forcée à vivre au crochet d'Émilie, ce qui exacerbait le sentiment d'inégalité. « Je ne veux pas être ta dépendante », confia-t-elle un soir. Émilie répondit, « On est partenaires maintenant. Pas patronne et employée. » Mais les mots sonnaient creux face à la réalité. Un témoignage choc changea la donne. L'ex d'Émilie, l'avocate ambitieuse, fut appelée à la barre. Au lieu de l'accabler, elle défendit Émilie, « Elle est une mère exceptionnelle, malgré nos différends. Son orientation n'a rien à voir avec ça. » Ce revirement, motivé par une culpabilité tardive,
affaiblit la position du père. Pourtant, la victoire partielle n'apaisa pas les tourments intérieurs. Émilie se réveilla en sueur, hantée par des cauchemars de perdre Lila. Sophie, sentant la distance grandir, proposa une thérapie de couple. On doit affronter ça ensemble. La thérapie révéla des couches de douleur. Émilie avoua sa peur viscérale de l'abandon, enracinée dans le rejet familial. Chaque fois que je m'ouvre, on me blesse. Sophie partagea son insécurité, j'ai l'impression d'être un trophée. Pas une égale. La thérapeute les guida vers des exercices de confiance. Mais les progrès étaient lents. Entre-temps, la société pesait, une pétition en ligne demanda le boycott de l'entreprise d'Émilie, arguant que les valeurs traditionnelles doivent primer. Des manifestations mineures eurent lieu devant son bureau, forçant une sécurité accrue. Un acte de trahison ultime frappa. Une amie proche d'Émilie, jalouse de Sophie, divulgua des détails intimes à la presse. L'article dépeignit Sophie comme une manipulatrice, citant des preuves fabriquées. Sophie, anéantie, confronta Émilie, tes amis me voient comme une menace. Comment peux-tu tolérer ça? Émilie, furieuse, coupa les ponts avec l'amie. Mais le dommage était irréparable. Sophie partit pour quelques jours chez une cousine compréhensive, laissant Émilie affronter seule une crise d'entreprise. Des investisseurs se retiraient, craignant la controverse. Durant cette séparation, Émilie toucha le fond. Elle appela Sophie en pleurs, « Reviens. Je ne peux pas sans toi. » Sophie revint. Mais avec une condition, on assume publiquement. Ou c'est fini. Émilie accepta, organisant une conférence de presse conjointe. Sophie est ma partenaire, et nous élèverons Lila ensemble. La déclaration fit sensation, gagnant du soutien de la communauté LGBT, mais aliénant d'autres. Le père d'Émilie, humilié, retira sa plainte, mais le lien familial était brisé à jamais. La relation s'approfondit, mais les cicatrices persistaient. Sophie trouva un nouveau job indépendant, restaurant l'équilibre. Elles affrontèrent des micro-agressions quotidiennes, regards désapprobateurs au parc, commentaires en ligne. Lila, intuitive, demanda un jour, Tata Sophie est ta amoureuse? Émilie, avec Sophie, expliqua simplement, oui. Et on t'aime toutes les deux. L'enfant accepta avec innocence, contrastant avec le monde adulte. Pourtant, un nouveau conflit surgit. Sophie reçut une offre d'emploi à l'étranger, en Suisse, pour un poste prestigieux. C'est une opportunité, mais je ne partirai pas sans toi, dit-elle. Émilie, terrifiée par le changement, hésita, déménager signifierait laisser son empire parisien. La dispute éclata, tu me demandes de tout sacrifier, accusa Émilie. Sophie rétorqua, non. Je te demande de choisir nous. Le dilemme moral pesait, l'ambition contre l'amour, l'indépendance contre la dépendance. La proposition de Sophie plana comme une épée de Damoclès. Émilie passa des nuits blanches, pesant le pour et le contre. Déménager en Suisse signifierait vendre des parts de son entreprise, affronter de nouveaux jugements culturels et perturber la vie de Lila. Mais refuser risquait de perdre Sophie, qui aspirait à plus qu'une vie dans l'ombre. Je t'aime. Mais j'ai besoin de grandir,
expliqua Sophie lors d'une promenade le long de la Seine. Émilie, les yeux embués, répondit, et moi? J'ai peur de tout perdre à nouveau. La tension culmina lors d'un week-end en Normandie. Censé être une échappée romantique. Au lieu de cela, des arguments fusèrent. Sophie accusa Émilie d'égoïsme, ton succès te définit plus que nous. Émilie rétorqua, c'est ce succès qui nous protège. Lila, sentant l'atmosphère, fit une crise, rappelant le prix payé par l'enfant. De retour à Paris, elles consultèrent leur thérapeute, qui posa la question cruciale, que êtes-vous prête à sacrifier pour l'autre? Émilie prit une décision audacieuse. Elle négocia un partenariat avec une firme suisse, permettant une transition. On déménage, annonça-t-elle à Sophie. La joie fut immense, mais teintée d'appréhension. La famille d'Émilie, apprenant la nouvelle, lança une dernière offensive, une lettre collective de désapprobation. Tu détruis notre héritage. Émilie, renforcée par Sophie, ignora. Elles préparèrent le départ, vendant l'appartement, organisant l'école pour Lila. Mais un rebondissement dramatique survint. Juste avant le déménagement, Sophie découvrit une trahison passée d'Émilie, des messages anciens avec une ex, datant du début de leur relation. C'était rien. Juste du flirt pour me protéger, se défendit Émilie. Sophie, blessée, douta, comment te faire confiance maintenant? La confrontation fut brutale, révélant les insécurités profondes. Sophie annula le déménagement temporairement, forçant une pause. Durant cette séparation forcée, Émilie affronta ses démons seule. Elle visita son père à Bordeaux, cherchant une closure. Pourquoi me haïssez-vous tant? Demanda-t-elle. Il avoua, j'ai peur pour toi. Dans ce monde cruel. Pour la première fois, une lueur de compréhension émergea, mais pas de réconciliation. Émilie rentra, déterminée à reconquérir Sophie. Elle organisa une surprise, un pique-nique au jardin du Luxembourg, avec Lila. Je suis prête à changer, jura-t-elle. Sophie, émue, pardonna, mais avec des conditions, transparence totale. Le déménagement eut lieu, marquant un nouveau chapitre. En Suisse, elles affrontèrent de nouveaux défis, adaptation culturelle, préjugés subtils. Émilie délégua plus au travail, priorisant la famille. Sophie excella dans son poste, gagnant en confiance. Lila s'épanouit, entourée d'amour. Pourtant, les échos du passé persistaient, appels anonymes, articles sporadiques. Elles apprirent à ignorer, se focalisant sur leur bulle. Un ultime test arriva. Une opportunité professionnelle pour Émilie à Paris la tenta, reprendre le contrôle total de son entreprise. C'est temporaire, plaida-t-elle. Sophie vit rouge, c'est un retour en arrière. Le choix était cornélien, carrière ou relation? Émilie refusa l'offre, choisissant Sophie. Tu vaux plus que tout l'or du monde. Les mois en Suisse apportèrent une stabilité fragile. Émilie et Sophie construisirent une routine, matin avec Lila, soirées intimes, week-ends explorateurs. Mais les cicatrices sociétales ressurgissaient. Lors d'une fête scolaire, des parents murmurèrent sur cette famille non traditionnelle.
Lila, entendant, posa des questions. Pourquoi on est différentes? Sophie et Émilie expliquèrent avec douceur, renforçant leur lien. Pourtant, Émilie luttait intérieurement. Avait-elle sacrifié trop? Son entreprise patinait sans sa présence totale. Et des doutes l'assaillaient. Sophie, sentant la tension, proposa un voyage en France pour renouer avec les racines. À Paris, elles revisitèrent les lieux de leur rencontre. Mais une rencontre fortuite avec l'ex d'Émilie raviva les jalousies. Elle est revenue pour toi, accusa Sophie. Émilie nia. Mais le doute s'installa. La dispute escalada, menaçant de tout briser. Peut-être qu'on s'est précipité? Lâcha Sophie. Émilie, paniquée, répondit, non. On a lutté pour ça. La crise culmina lors d'une thérapie d'urgence. Elles déballèrent tout, peur, regret, espoir. La thérapeute conclut, l'amour vrai exige des choix constants. Elles émergèrent plus fortes, décidant de se marier discrètement en Suisse. La cérémonie intime. C'est là leur engagement. Lila porta les alliances, symbolisant leur famille recomposée. Pourtant, le retour en France pour affaire apporta un choc final. Le père d'Émilie, malade, demanda une réconciliation. Émilie accepta, mais posa des conditions, accepter Sophie et Lila. La rencontre fut tendue, mais un début de paix émergea. Je t'aime. Malgré tout, murmura le père. Émilie, en larmes, ferma un chapitre douloureux. De retour en Suisse, elles affrontèrent une dernière épreuve. Sophie fut promue, exigeant plus de voyages. Émilie, jalouse du temps perdu, confronta, et nous? Sophie rassura, tu es ma priorité. Elles équilibrèrent, apprenant le compromis. Au fil du temps, leur histoire inspira d'autres. Un livre anonyme sur leur parcours devint un best-seller, sparquant débat sur l'amour LGBT et les pressions sociétales. Émilie et Sophie, anonymes dans l'ouvrage, observèrent de loin. Mais était-ce vraiment une happy end? L'amour avait coûté cher, familles brisées, carrières altérées, cœurs meurtris. Pourtant, dans les bras l'une de l'autre, elles trouvaient la paix. L'amour peut-il justifier tous les sacrifices? Ou certaines barrières sociétales sont-elles insurmontables?